Depuis les hauteurs, l'océan s'étend à l'infini. Bleu profond, silencieux, immense. 70% de la surface de notre planète. Un monde que nous n'avons fait qu'effleurer. À l'aube, la mer et le ciel se confondent en un même dégradé de rose et d'or. Sous cette surface qui miroite, un univers entier s'éveille. Un univers gouverné par ses propres lois, ses propres souverains. Franchissons cette frontière, abandonnons notre monde, plongeons dans le leur. Ce que vous allez voir dans les prochaines minutes va changer à jamais la façon dont vous regardez l'océan. Il est là, sous cette surface calme qui ne trahit rien. Sa silhouette se découpe contre la lumière comme une ombre parfaite, élégante, inévitable. Depuis 450 millions d'années, il règne ici. Cet œil noir qui ne cligne pas, cette peau couverte de minuscules écailles en forme de dents, ce corps qui fend l'eau sans effort apparent. Le grand requin blanc, l'animal le plus mal compris de toute l'histoire naturelle. 3 requins, en cercle, lents, majestueux. Ils ne chassent pas, ils existent. Et cette simple existence suffit à structurer tout ce qui les entoure. Chaque poisson, chaque corail, chaque courant d'eau porte leur empreinte invisible. Regardez ces silhouettes dans le bleu. Certaines proches, d'autres si lointaines qu'elles semblent être des ombres. Ils sont partout dans cet océan. Ils ont toujours été partout. Nous venons seulement de commencer à les comprendre. Battement de queue, lent, régulier, économique. Un seul battement propulse ce corps de plusieurs centaines de kilos sur plusieurs mètres. Une efficacité que nos ingénieurs les plus brillants s'évertuent encore à imiter. Les poissons s'écartent sur son passage. Pas dans la panique, dans la précision. Chaque espèce connaît la distance de sécurité exacte à maintenir. Ce savoir est inscrit dans leur ADN depuis des millions de générations. Le requin a façonné leur comportement sans jamais les toucher. Vu de dessous, il semble appartenir à la lumière elle-même. Son ventre blanc se fond avec la clarté de la surface. Une illusion parfaite. Un camouflage que 450 millions d'années d'évolution ont rendu absolu. Des centaines de requins marteaux, en formation, se déplaçant comme un seul organisme. Ce n'est pas un banc de poissons guidés par la peur, c'est un rassemblement social, une réunion, dont nous ignorons encore presque tout. Dans les profondeurs où aucune lumière du soleil ne parvient, certains requins produisent leur propre lumière. Des créatures de l'obscurité absolue. Des prédateurs d'un monde que nous n'avons même pas encore entièrement cartographié. Ce documentaire est une promesse, celle de vous montrer la vérité sur un animal que nous avons craint avant de le connaître, que nous avons chassé avant de le comprendre, et que nous risquons de perdre avant de réaliser ce que sa disparition signifie vraiment. Il approche depuis l'obscurité, lentement, sans bruit, comme quelque chose qui aurait tout le temps du monde. Et il l'a. 450 millions d'années lui ont appris que la patience est la première arme du prédateur parfait. Une nageoire, seule, sur toute l'étendue de l'océan. Cette image a terrorisé des générations entières. Aujourd'hui, nous savons qu'elle devrait plutôt nous rassurer. Là où cette nageoire existe, l'océan est en bonne santé. 1500 kilos qui s'arrachent à l'océan. Dans un silence d'abord, puis dans une explosion d'écume blanche. Le grand requin blanc en plein bridge. La démonstration la plus spectaculaire de puissance que la nature n'ait jamais mise en scène. Et puis, il y a celui-ci. 12 mètres, 20 tonnes. Le plus grand poisson du monde. Il se nourrit de plancton. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Il est la preuve vivante que le mot requin ne veut pas dire ce que vous croyez qu'il veut dire. Il nage, comme il nage depuis toujours, dans cet océan qui est le leur depuis bien avant que le nôtre ne commence. Ce documentaire leur appartient. Nous ne sommes que leurs interprètes. Alors, écoutons-les. Il y a 450 millions d'années, bien avant les dinosaures, un prédateur nageait déjà dans les océans primitifs de notre planète. Cette dent fossilisée vieille de plusieurs millions d'années et cette dent de grand blanc prélevée aujourd'hui sont presque identiques. La perfection n'a pas besoin d'évoluer. Le mégalodon, 18 mètres de long, 60 tonnes. Le plus grand prédateur qui ait jamais existé sur Terre. Et pourtant, même lui a disparu. Pas le requin. 5 extinctions de masse, 5 catastrophes planétaires. À chaque fois, le requin était encore là le lendemain. C'est le survivant ultime de l'histoire du vivant.
Ces fossiles que les scientifiques dégagent patiemment de la roche nous racontent une histoire extraordinaire, celle d'un animal qui a traversé le temps sans jamais avoir besoin de se réinventer. De l'hélicoprion à spirale dentaire jusqu'au grand blanc moderne, la morphologie a changé. Mais l'essence, elle, est restée intacte depuis des centaines de millions d'années. 300 à 400 dents, réparties sur plusieurs rangées, chacune remplacée automatiquement dès qu'elle tombe. Au cours de sa vie, un requin peut produire jusqu'à 50 000 dents. Ce mécanisme de remplacement dentaire en tapis roulant est une invention évolutive sans équivalent dans le règne animal. Jamais à court d'armes, toujours prêt. La mâchoire supérieure du requin n'est pas soudée au crâne comme la nôtre. Elle se projette vers l'avant au moment de la morsure, augmentant considérablement la portée et la puissance de l'attaque. Cookie cutter, requin taureau, requin marteau, grand blanc, mégalodon. Chaque espèce a développé la dent parfaite pour sa proie. Une diversité d'armements façonnée par des millions d'années de sélection naturelle. Regardez ce qui se passe en quelques millièmes de seconde. La mâchoire pivote, les dents s'engagent en séquence, le tissu cède. Une biomécanique d'une précision absolument terrifiante. Ces fentes branchiales s'ouvrent et se ferment en rythme constant. Elles filtrent l'oxygène dissous dans l'eau avec une efficacité que nos meilleurs ingénieurs n'ont jamais réussi à reproduire. L'eau entre par la gueule, traverse les filaments branchiaux, libère son oxygène dans le sang et ressort désoxygénée par les fentes. Un moteur biologique qui tourne depuis 400 millions d'années. Contrairement aux idées reçues, certains requins peuvent s'arrêter de nager et respirer quand même. Le requin nourrice pompe l'eau activement par sa gueule, posée tranquillement sur le fond. Les espèces pélagiques, elles, ne s'arrêtent jamais. Elles nagent dans leur sommeil, guidées par des parties de leur cerveau qui restent actives en permanence. Nager, c'est vivre. S'arrêter, c'est mourir. Ventilation par bélier pour le requin, pompage butal pour d'autres espèces. La nature n'a jamais une seule solution. Elle en invente plusieurs et garde les meilleures. Ces minuscules points noirs sur le museau du requin ne sont pas des pores ordinaires. Ils sont les ouvertures d'un système sensoriel sans équivalent dans tout le règne animal. Les ampoules de Lorenzini détectent les champs électriques émis par tous les êtres vivants. 1 milliardième de volt, c'est le battement de cœur d'une proie que le requin perçoit à distance. La ligne latérale court tout le long du flanc du requin comme une cicatrice invisible. Elle capte les moindres variations de pression dans l'eau, les vibrations, les remous laissés par un animal en fuite. Ce que vous voyez à gauche, c'est ce que nous voyons. Ce que vous voyez à droite, c'est ce que perçoit le requin. Une raie enfouie sous le sable, invisible à l'œil nu, mais rayonnante pour ses sens. Au dernier instant avant la morsure, le requin roule son œil vers l'arrière pour le protéger. Un volet clignotant, la membrane nictitante, ferme l'œil comme un bouclier. Aveugle au moment crucial, il compte sur ses autres sens. Voici ce qui différencie fondamentalement le requin de presque tous les autres vertébrés. Pas d'eau, du cartilage, plus léger, plus flexible, plus résistant au choc. Une décision évolutive vieille de 450 millions d'années. Le cartilage permet des courbures impossibles pour un squelette osseux. Un grand blanc peut pivoter sur lui-même dans un rayon que sa taille rendrait théoriquement impensable. L'agilité au service de la performance. Les propriétés anti-inflammatoires et potentiellement anticancéreuses du cartilage de requin ont longtemps fasciné la recherche médicale. Mais la science a montré que consommer du cartilage ne transfère pas ses propriétés à l'humain. À gauche, le squelette d'un poisson osseux rigide et lourd. À droite, l'architecture légère et souple du requin. Deux solutions évolutives différentes. L'une à 400 millions d'années, l'autre à 200. Devinez laquelle est la plus ancienne. Regardez cette courbe, cet angle, ce virage à vitesse maximale. Aucun sous-marin humain ne peut faire ça. Aucun poisson osseux de cette taille non plus. Le cartilage rend cela possible. Plus de 500 espèces de requins recensées à ce jour. 500 variations sur le même thème. Du fond des abysses aux lagons tropicaux, des zones arctiques aux fleuves d'eau franche. Partout, toujours. Le requin nain lumineux, 20 cm, il tient dans la paume de votre main. Le requin baleine, 12 mètres, plus long qu'un bus. Entre ces deux extrêmes, une diversité que la science n'a pas encore entièrement cartographiée. Le requin pygmée lumineux vit à 2000 mètres de profondeur dans l'obscurité totale. Il produit sa propre lumière bioluminescente. On ne le connaît pas à peine. Il est probable que des espèces similaires existent encore sans avoir été découvertes. Requin gris de récif, requin pointe blanche, requin nourrice, plusieurs espèces, le même récif, la même eau, sans conflit.
La cohabitation n'est pas une exception chez les requins, c'est la règle. 12 mètres, 20 tonnes, et pourtant le plus inoffensif des géants. Le requin-baleine filtre des millions de litres d'eau pour se nourrir de plancton microscopique. La plus grande gueule du monde pour les plus petites proies de l'océan. Vue de l'intérieur, cette gueule est un tunnel. L'eau entre, les filtres branchiaux retiennent les particules de nourriture, l'eau ressort désoxygénée. Un moteur biologique qui tourne depuis 400 millions d'années. Vue du drone, on distingue clairement la silhouette de 12 mètres juste sous la surface. Ce n'est pas une baleine, c'est un poisson. Le plus grand poisson du monde. Et il se nourrit de krill. Cette gueule s'ouvre à plus d'1 mètre de diamètre. L'eau qui entre entraîne avec elle des millions de fragments de plancton, de petits poissons, de crustacés. La technique du filtre portée à son extrême logique. La tête en T du requin à marteau n'est pas un accident évolutif, c'est une chef-d'œuvre d'ingénierie. Un scanner biologique, un instrument de navigation et de détection sans équivalent dans tout le règne animal. Un œil à chaque extrémité de cette tête aplatie. Vision quasi panoramique. Le requin à marteau voit en avant et en arrière simultanément. Le seul angle mort est directement devant lui. Les ironies de la nature. Des centaines de requins à marteau en formation aux îles Cocos. Cette agrégation n'est pas du hasard. Ces animaux se retrouvent ici chaque année, attirés par les courants riches en nourriture et peut-être par des liens sociaux que nous commençons à peine à comprendre. En balançant sa tête de droite à gauche en nageant, le requin à marteau balaie le fond comme un détecteur de métaux. Cette raie enfouie sous le sable ne pouvait pas lui échapper. Elle n'avait aucune chance. Même vue de haut, la différence est saisissante. 2 espèces, 2 stratégies, 2 morphologies, mais la même efficacité redoutable, la même perfection fonctionnelle. 2 produits de millions d'années d'optimisation naturelle. Le dos gris-bleu se fond avec la profondeur noire quand on le regarde d'en haut. Le ventre blanc se fond avec la clarté de la surface quand on le regarde d'en bas. Ce camouflage double s'appelle la contre-ombre. Il est parfait. À Guadalupe, au Mexique, les chercheurs reconnaissent les grands blancs individuellement par la forme unique de leur navoir dorsal. Chaque entaille, chaque cicatrice est une signature. Ces animaux sont des individus. Ils ont une histoire. Vu d'en dessous, le ventre blanc du grand blanc se confond parfaitement avec la clarté de la surface. Les phoques qui nagent en dessous ne le distinguent pas du ciel. C'est pour cela que l'attaque vient toujours d'en dessous. Cet œil noir, cette pupille qui ne trahit aucune émotion. Regardez-le suffisamment longtemps et vous commencez à comprendre pourquoi nous avons eu peur et pourquoi cette peur était basée sur un malentendu. Ces chercheurs passent leur carrière à étudier ces animaux et unanimement, ils disent tous la même chose. Plus on connaît le requin, moins on a peur et plus on réalise à quel point sa disparition serait une catastrophe. Navoir dorsal pour la stabilité, navoir caudal asymétrique pour la propulsion, navoir pectoral pour le contrôle de la profondeur. Chaque structure a une fonction précise. Rien n'est superflu. Tout est nécessaire. À l'intérieur, un livre gigantesque représentant jusqu'à 30% de la masse corporelle. Ce livre gorgé d'huile squalène est l'organe de flottabilité du requin, son équivalent de la vessie natatoire des poissons osseux. Sans la légèreté du cartilage et sans ce foie huileux, le requin coulerait. C'est l'équilibre entre le poids du corps et la densité de l'huile hépatique qui lui permet de se maintenir en suspension dans la colonne d'eau sans effort. 6 sens simultanés. La vue, l'ouïe, l'odorat, la ligne latérale, l'électroréception et peut-être un sens magnétique encore mal compris. Le requin perçoit son environnement de façon que nous ne pouvons qu'imaginer. En dessous, le blanc se fond dans la lumière. Au-dessus, le gris se fond dans l'obscurité. Une illusion d'optique évolutive qui fonctionne dans les 2 directions simultanément. Un camouflage double pour un prédateur à double tactique. Les denticules dermiques de la peau du requin réduisent la friction de l'eau de 9%. La NASA les a étudiés. Speedo s'en est inspiré pour ses combinaisons olympiques. Après 450 millions d'années, la nature enseigne encore à nos ingénieurs. Le cerveau du requin est plus développé, relativement à sa taille corporelle, que de nombreux poissons osseux. Il présente une organisation en lobes distincts avec un lobe olfactif particulièrement développé. Pas un cerveau primitif, un cerveau spécialisé. 3 stratégies reproductives différentes pour une même famille d'animaux. L'oviparité avec sa bourse du diable, la viviparité avec connexion placentaire, l'ovoviviparité avec ses embryons qui se nourrissent dans l'utérus. 3 façons de faire naître un prédateur parfait. Une partie de sang pour 1 million parties d'eau. Des fréquences sonores bien au-dessous du seuil humain. 1 milliardième de volt. Des vibrations à plusieurs centaines de mètres. Ces chiffres définissent un monde sensoriel radicalement différent du nôtre. Des eaux arctiques aux tropiques équatoriaux. Des zones littorales aux abysses de 3000 mètres.
Des estuaires aux eaux franches des grands fleuves. Le requin est partout, parce que l'océan est partout, et que l'océan a besoin de lui. En surface, le requin-baleine est le grand blanc. Dans la zone crépusculaire, le requin taupe et le requin bleu. Dans les grandes profondeurs, le requin de Groenland et le requin à fraises. De la lumière à l'obscurité absolue. Ils sont partout. Zoomez sur la peau d'un requin et vous découvrez une structure fractale. Des écailles en forme de petites dents, les denticules dermiques, orientées dans le sens du courant, réduisant la turbulence à chaque centimètre carré du corps. Deux types de muscles. Les muscles rouges, riches en myoglobine pour la nage de croisière lente et économique. Les muscles blancs, puissants et rapides pour les accélérations explosives. Un moteur hybride naturel d'une efficacité redoutable. L'oreille interne du requin ne ressemble en rien à la nôtre. Elle détecte des infrasons, des fréquences très basses que nous ne percevons pas. Le battement irrégulier d'un poisson blessé à plusieurs centaines de mètres. Un signal que le requin suit vers sa source. Maintenir l'équilibre chimique dans un milieu salé est un défi physiologique majeur. Le requin le résout grâce à une concentration élevée d'urée dans son sang, qui équilibre la pression osmotique avec l'eau de mer. Une chimie interne finement calibrée. Le sang du requin possède des propriétés antibactériennes remarquables. Ces blessures cicatrisent à une vitesse que la médecine humaine tente de comprendre et de reproduire. Un système immunitaire façonné par des centaines de millions d'années d'exposition aux microbes des fonds marins. Regardez, une explosion de blanc. Un corps de 500 kilos qui s'arrache à l'océan. Le grand requin blanc vient de frapper depuis 30 mètres de profondeur. Tout s'est joué en moins de 2 secondes. Depuis les profondeurs obscures, il accélère. 40 km/h, verticalement. La gueule s'ouvre dans les derniers mètres. La proie n'a rien vu venir. Elle ne pouvait rien voir venir. Vue de dessus, l'eau semble calme, tranquille. Mais regardez cette ombre qui glisse sous la surface. Le prédateur est là depuis 20 minutes. Il attend, il calcule, il choisit. En haut, le phoque nage sans se douter de rien. En bas, dans l'obscurité, le grand blanc monte en silence. La surface de l'eau est la frontière entre deux mondes. Et un seul de ces mondes est dangereux. Arrêtez l'image. 1500 kg entièrement dans l'air. Les nageoires pectorales écartées, la gueule ouverte. Un moment d'une violence et d'une beauté impossible à réconcilier. Dans la fraction de seconde qui précède le contact, l'œil bascule vers l'arrière. La membrane nictitante se ferme comme un bouclier. Le requin devient aveugle au moment précis où il frappe. Ses autres sens prennent le relais. Ces chercheurs ont passé des années ici, à observer, à noter, à comprendre. Chaque attaque est une donnée. Chaque individu a un nom, un style, une personnalité. Ce ne sont pas des machines, ce sont des individus. Quelques secondes après le choc, la surface se stabilise. L'eau reprend sa couleur. Les mouettes arrivent. La nageoire dorsale tourne lentement. La nature vient de faire son travail. Sans colère, sans cruauté, sans rien d'autre que la nécessité. Des milliards de sardines, un ruban d'argent vivant de plusieurs kilomètres, et autour de lui, tout ce que l'océan compte de prédateurs. C'est le Sardine Run, le plus grand spectacle naturel de l'océan Indien. Requins bronze, requins bleus, requins océaniques. Des espèces qui ne se côtoient jamais d'habitude, réunies autour de la même proie. Et quelque chose de remarquable se produit. Ils ne se battent pas, ils s'organisent. À l'intérieur de la boule de sardines, c'est le chaos. Mais le requin qui plonge dans ce mur d'argent n'est pas en désordre. Chaque trajectoire est calculée, chaque morsure est précise. L'efficacité au milieu de la panique. Depuis les airs, la scène est incompréhensible. Des fous de bassans plongent comme des flèches depuis 10 mètres de hauteur. Des dauphins percent la bait-ball par en dessous. Des requins l'attaquent sur les flancs. Une convergence de prédateurs sans équivalent. Vue du ciel, la boule de sardine ressemble à une planète assiégée. Nageoires dorsales et ailerons de dauphin tracent des cercles concentriques autour d'elle. Chaque prédateur a sa position. Rien n'est laissé au hasard. Le requin bleu entre dans le nuage de sardines comme une torpille dans un mire de verre. Les poissons s'écartent à la vitesse de la lumière, mais pas assez vite. L'un d'eux ne ressortira pas de ce nuage. En quelques minutes, la boule de plusieurs tonnes de sardines est réduite de moitié, puis des 3/4. Chaque passage de requin prélève sa part.
La machine écologique tourne à plein régime. Puis, le calme revient. Quelques sardines survivantes dérivent, épuisées, désorientées. Le requin s'éloigne, recule. Dans 1 heure, ces survivantes auront rejoint un autre banc. Le cycle recommence. Il sort de l'eau à la verticale, le phoque serré entre ses mâchoires. Et pour une fraction de seconde, les 2 corps sont entièrement dans l'air. C'est l'attaque la plus spectaculaire du règne animal. Et elle se produit ici, à Seal Island, chaque matin d'hiver. Le phoque nage à 60 cm sous la surface. Le requin monte depuis 30 mètres plus bas. Entre eux, une différence de vitesse, d'angle et de destin. Tout se joue dans les 3 derniers mètres. Ces phoques savent. Ils ne peuvent pas voir le requin sous la surface, mais ils savent qu'il est là. Ils s'approchent du bord, ils reculent, ils s'approchent encore. Cette hésitation, c'est de l'intelligence, de la survie consciente. Le corps du grand blanc effectue une rotation complète dans l'air avant de retomber. Un demi-tour, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La physique de l'impact l'impose. La nature a même chorégraphié la chute. Depuis l'intérieur de la colonie, à 30 mètres de profondeur, le grand blanc est parfaitement visible. Il tourne lentement, il observe, il attend. C'est lui qui choisit le moment, pas nous, jamais nous. Le head shake, cette secousse violente de la tête après la saisie. Elle sert à déchirer les tissus, à immobiliser la proie. Une technique apprise, perfectionnée avec l'âge. Les jeunes grands blancs sont moins efficaces, les vieux sont redoutables. Mais parfois, la proie gagne. Ce phoque vient d'effectuer un virage à angle droit à la dernière milliseconde. Le requin le rate d'1 mètre. La sélection naturelle forge aussi les proies. Les plus agiles survivent et transmettent cette agilité. Ce requin marteau nage à moins d'1 mètre du fond, balançant sa tête de droite à gauche avec méthode. Il cherche. Et sous 30 cm de sable, une raie pastonague attend, immobile, certaine d'être invisible. Elle a tort. À l'échelle microscopique, chaque ampoule de Lorenzini est un capteur d'une sensibilité extraordinaire. Les signaux électriques du cœur d'une proie immobile traversent l'eau, le sable et arrivent jusqu'ici. 1 milliardième de volt suffit. Regardez l'overlay de détection. Plus le requin s'approche de la raie enfouie, plus le signal s'intensifie. Il zigzague, il affine, il triangule. Ce n'est pas de l'instinct aveugle, c'est de la physique appliquée. À gauche, ce que vous voyez. Du sable, rien d'autre que du sable. À droite, ce que perçoit le requin marteau. Un réseau de champs électriques lumineux, une raie parfaitement visible, enfouie, trahie par son propre système nerveux. 1 milliardième de volt. Pour comprendre cette sensibilité, imaginez détecter le courant électrique produit par une pile AA à plusieurs kilomètres de distance. Voilà ce que font les ampoules de Lorenzini en permanence. Dans l'obscurité totale, là où la vue ne sert plus à rien, le requin perçoit le monde comme une toile lumineuse de champs électriques. Chaque être vivant rayonne, personne ne peut se cacher, nulle part. Une goutte, une seule goutte dans cet aquarium de plusieurs milliers de litres. Et regardez, le requin modifie instantanément sa trajectoire. Il a détecté la dilution infinitésimale. Il n'a pas hésité une seconde. La nuit tombe sur le récif. Les poissons diurnes rejoignent leur refuge dans le corail et les requins pointe blanche de récif, qui dormaient tranquillement depuis l'aube, s'éveillent. La chasse nocturne commence. En vision infrarouge, les corps chauds des poissons endormis dans le corail brillent comme des lanternes. Le requin perçoit leurs vibrations, leurs champs électriques. Le corail n'est pas un refuge, c'est juste du retard. Ce requin pointe blanche vient de repérer une proie cachée dans une fissure du corail. Regardez comment il force son corps dans l'ouverture. Le cartilage lui permet des compressions impossibles pour un squelette osseux. La flexibilité comme arme de chasse. 5 requins, 6. Ils quadrillent le récif comme une équipe coordonnée. Pas de chef, pas de signal apparent. Pourtant leur trajectoire se complète, se renforce mutuellement. Une intelligence collective qui émerge sans concertation. Depuis le ciel, au clair de lune, on distingue à peine les nageoires dorsales qui percent l'eau noire. Quelque chose se passe en dessous, quelque chose d'efficace, de silencieux, d'inévitable. À l'aube, les requins regagnent leur zone de repos. Ils s'allongent sur le fond, presque immobiles, les branchies pompant doucement. La nuit a été productive. Le jour sera pour se reposer, puis recommencer. Ce poisson perroquet dort enveloppé dans son cocon de mucus. Il pense être protégé. Le requin pointe blanche est à 30 cm. Il détecte les battements cardiaques à travers le corail, à travers le mucus.
Le cocon n'est pas une armure, c'est juste du confort. Le calmar projette son ancre en dernier recours, un nuage noir qui désorienterait n'importe quel prédateur visuel. Mais le requin bleu continue droit vers sa cible. L'ancre n'aveugle pas les ampoules de Lorenzini, elle n'arrête pas l'électroréception. La pieuvre utilise tous ses bras pour repousser le museau du requin. C'est précisément le pire endroit où appuyer. Elle stimule les ampoules de Lorenzini directement. Elle annonce sa position avec précision. Le combat est déjà fini. À 200 mètres de profondeur, dans la zone crépusculaire, le requin à 6 branchies affronte un calmar géant, les deux prédateurs des abysses. La bioluminescence du calmar illumine brièvement le combat, puis l'obscurité reprend. Le nuage d'encre se dilue lentement. Le requin bleu a ralenti, mais seulement 1 seconde. Ses ampoules ont recalibré, sa ligne latérale a recentré. Il reprend sa trajectoire. L'encre lui a offert au calmar 3 secondes, pas davantage. Chaque nuit, des millions de calmars remontent des profondeurs vers la surface pour se nourrir. Et chaque nuit, les requins océaniques les attendent. Cette migration verticale quotidienne est l'une des plus massives de la planète. À l'intérieur de l'estomac d'un requin bleu, les chercheurs ont retrouvé des centaines de becs de calmars, des becs indigestes qui s'accumulent comme des trophées, un registre de chasse fossilisé dans les entrailles du prédateur. 10 000 images par seconde. Regardez la mâchoire supérieure. Elle se détache du crâne, elle avance, elle descend, indépendamment. Ce mouvement prend moins d'1 dixième de seconde dans la réalité. Ici, nous avons le temps de le voir, et il est extraordinaire. 1350 livres par pouce carré, c'est la force de morsure documentée du requin taureau. Pour visualiser cette pression, imaginez une voiture posée sur une surface grande comme votre pouce. Les muscles masticatoires du requin taureau sont les plus puissants proportionnellement de tous les vertébrés. Image par image, on distingue les différentes rangées de dents qui s'engagent en séquence. Les premières pénètrent, les suivantes stabilisent, les dernières tranchent. Ce n'est pas une morsure, c'est un système de découpage en plusieurs phases. 3 morsures, 3 vitesses, 3 angles de protrusion différents. Le grand blanc mord lentement et tranche. Le mako frappe vite et tient. Le requin taureau broie. 3 solutions différentes pour le même problème. Immobiliser une proie. Pendant la morsure, tout le corps participe. La queue se stérigit pour ancrer la poussée. Les nageoires pectorales se déploient pour stabiliser. Le dos s'arque pour ajouter de la force. La morsure n'est pas un acte de la gueule seule, c'est un acte du corps entier. Après la morsure, les mâchoires se rétractent avec la même précision mécanique. La mâchoire supérieure reprend sa place contre le crâne. Les dents se redressent. Le système se réinitialise, prêt pour la suivante. Dans ce laboratoire, des chercheurs ont reconstruit une mâchoire de grand blanc mécanique pour mesurer la force exacte. Les jauges indiquent 18 000 newtons sur une surface de 2 cm². Ces chiffres représentent la morsure la plus puissante jamais mesurée chez un poisson. Les flèches rouges indiquent les vecteurs de force. Les lignes bleues montrent les groupes musculaires actifs. La morsure d'un requin n'est pas un acte simple, c'est une chorégraphie musculaire impliquant 37 groupes musculaires différents en moins d'1 seconde. Dans ce bassin de recherche hydrodynamique, les filets de colorant révèlent comment l'eau s'écoule autour du corps du mako. Aucune perturbation, aucun tourbillon parasite, un écoulement laminaire parfait. L'ingénierie aérospatiale rêve de reproduire ça. Ces microstructures ne sont pas de simples écailles défensives, elles sont des générateurs de micro-tourbillons contrôlés qui réduisent la couche limite et diminuent la résistance de frottement. En termes simples, elles font glisser l'eau plus vite et plus proprement. 45 km/h en vitesse de pointe, c'est la vitesse d'une voiture en zone urbaine, dans l'eau, avec toute la résistance que ce milieu implique. Le mako est la Formule 1 de l'océan, et il n'a besoin d'aucun carburant autre que du poisson. La queue hétérocerte du requin, le lobe supérieur plus grand que le lobe inférieur, cette asymétrie n'est pas un défaut. Elle compense la tendance du corps à plonger et génère une poussée orientée vers l'avant et légèrement vers le haut. De la physique des fluides intégrée dans chaque battement de queue. Il ne ressemble à rien d'autre dans l'océan. Cette silhouette en obus, ce museau conique, ces yeux grands et sombres, ce n'est pas une forme qui s'est imposée par accident, c'est 4 millions d'années d'optimisation hydrodynamique appliquée à un seul objectif, aller vite. Le coefficient de traînée du requin est de 0,04. Le meilleur sous-marin militaire actuel atteint 0,05. Le requin fait mieux, depuis des millions d'années, sans budget de recherche et développement.
L'intestin spiralé du requin est un autre chef-d'œuvre d'économie biologique. Plutôt que de s'allonger sur plusieurs mètres comme le nôtre, il s'enroule en spirale, multipliant la surface d'absorption dans un volume réduit, plus efficace, plus compact. Après un repas conséquent, le grand blanc entre dans une phase de digestion qui peut durer plusieurs semaines. Il ralentit, il monte en surface, il dérive presque. Un prédateur au ralenti qui n'a plus rien d'effrayant, juste un animal qui digère, comme nous tous. Cette biopsie gastrique non létale, réalisée sur un requin temporairement immobilisé, révèle son régime alimentaire exact. Des restes de poissons osseux, des fragments de calmar, parfois des objets inattendus. Ces données construisent une image précise du rôle du requin dans la chaîne alimentaire. Un repas important peut sustenter un grand blanc pendant 3 à 4 semaines. Pendant ce temps, le métabolisme tourne au ralenti. C'est cette efficacité énergétique exceptionnelle qui lui permet de traverser des milliers de kilomètres d'océans ouverts sans nourriture. Ces chercheurs mesurent le temps exact entre 2 repas pour cet individu qu'ils suivent depuis plusieurs années. Chaque donnée affine notre compréhension. Chaque observation corrige une idée reçue. Le requin affamé en permanence est un mythe. La réalité est bien plus nuancée. Le métabolisme du requin est une variable qui dépend directement de la température de l'eau. En eau froide, tout ralentit. La digestion s'étire, les besoins caloriques diminuent. En eau chaude, tout s'accélère. Un thermostat biologique d'une précision remarquable. Ce que vous voyez n'est pas une agression, c'est une déclaration. Le mâle mord la nageoire pectorale de la femelle pour signaler ses intentions. Un rituel d'accouplement brutal en apparence, codifié en réalité jusqu'au moindre détail. Regardez cette synchronie. Chaque virage de la femelle immédiatement copié par le mâle. Chaque accélération suivie à la milliseconde près. Cette danse n'est pas un hasard, c'est une évaluation mutuelle, un test de compatibilité écrit dans le mouvement. Ces extensions des nageoires pelviennes du mâle s'appellent les ptérygopodes. Ce sont ses organes reproducteurs, uniques aux requins et aux raies. Une anatomie qui n'existe nulle part ailleurs dans le règne des vertébrés. Chaque année, à la même période, en ce même endroit des Florida Keys, les requins nourrices se rassemblent. Des dizaines d'individus, attirés par des signaux chimiques, des variations de température, des repères magnétiques que nous commençons à peine à déchiffrer. Ce couple de requins citrons nage côte à côte depuis plusieurs heures. La femelle, nettement plus grande, impose le rythme. Le mâle la suit. Ici, dans ces eaux peu profondes de Bimini, se joue l'avenir de l'espèce. 2 heures d'une des scènes les plus intimes de la vie des requins, compressées en 11 secondes. La lumière dorée du coucher de soleil sur ces eaux peu profondes, une agrégation reproductive qui se répète ici depuis des millénaires. Cette balise acoustique va suivre chaque mouvement de cette femelle pendant les prochains mois. Où va-t-elle chercher un partenaire? Quand revient-elle? Ces données sont précieuses, elles comblent peu à peu les immenses lacunes de notre connaissance. À gauche, les cicatrices de morsures laissées par un accouplement. À droite, les marques d'une agression réelle. La différence est nette pour un œil entraîné. La peau des femelles, 2 à 3 fois plus épaisse que celle des mâles, a précisément évolué pour supporter ce rituel. À l'intérieur de cette femelle se développent simultanément plusieurs embryons à des stades différents, chacun dans sa propre chambre utérine, chacun suivi d'un sac vitellin qui le nourrit comme un placenta. La vie avant la vie. Son ventre est distendu, sa nage est plus lente, plus économique, elle évite les zones de prédation. Depuis plusieurs mois, cette femelle requin citron porte en elle la prochaine génération, et elle a modifié chaque aspect de son comportement en conséquence. Certaines espèces pratiquent l'ovoviviparité. L'embryon se développe dans un œuf, mais cet œuf reste à l'intérieur de la mère, une solution intermédiaire entre la ponte et la gestation. La nature expérimente, elle garde ce qui fonctionne. De la cellule fécondée au requin miniature parfaitement formé. 4 étapes, des semaines ou des mois selon les espèces. Ce développement suit un programme inscrit dans l'ADN depuis des millions de générations. Chaque étape irréversible, chaque étape nécessaire. 5 mois pour le requin tiburo, 9 mois pour le requin citron, 12 mois pour le grand blanc, 22 mois pour le requin dormeur. Ces durées de gestation parmi les plus longues du règne animal expliquent en partie pourquoi la surpêche est si catastrophique pour les populations. Des chercheurs ont réussi à réaliser une échographie sur une femelle grand blanc en captivité temporaire. Les embryons apparaissent sur l'écran, parfaitement formés, leur cœur battant.
Une image qui humanise ces animaux d'une façon que les mots ne peuvent pas faire. Peu profonde des mangroves de Bimini, une femelle requin-citron vient de donner naissance. Le petit émerge la queue en premier, encore enveloppé dans sa membrane amniotique qu'il déchire lui-même en nageant. En quelques secondes, il est libre, seul, et déjà requin. Ce petit requin-citron de 30 cm navigue entre les racines immergées des palétuviers avec une assurance stupéfiante. Il est né il y a moins d'1 heure. Il chasse déjà. Personne ne lui a rien appris. Tout était déjà là, inscrit dans ses gènes. Ce lagon peu profond est une nurserie. Les adultes n'y viennent pas. L'eau y est trop chaude, trop peu profonde. Mais c'est précisément ce qui le rend sûr pour les juvéniles. Une garderie naturelle où les jeunes requins grandissent à l'abri des prédateurs, y compris les adultes de leur propre espèce. 1,20 m, déjà un prédateur parfaitement formé. Ce nouveau-né grand blanc ne reverra jamais sa mère. Il ne bénéficiera d'aucun apprentissage parental. Dans cet océan immense et indifférent, il est seul. Et pourtant, il sait exactement ce qu'il doit faire. Cette femelle requin pointe noire a cherché les eaux les plus basses du lagon pour accoucher. Les petits tombent sur le fond sablé et remontent immédiatement à la surface, droits, déterminés. Nés dans moins d'1 mètre d'eau, déjà maîtres de leur destin. 60 cm, c'est la taille de ce nouveau-né requin-citron. La femelle adulte qui flotte à quelques mètres en mesure 2,50 m. Entre ces deux êtres de la même espèce, des années de croissance, des milliers de kilomètres parcourus et peut-être 30 ans d'écart. Vus du ciel, les nageoires dorsales des juvéniles tracent leur premier cercle dans le lagon. Des dizaines de petits requins, nés ici, grandissant ici, apprenant ici. Dans quelques années, ils partiront, vers l'océan ouvert, vers leur vie adulte, vers leur rôle dans l'équilibre de tout. Cette grande femelle s'approche de la carcasse de baleine. Le mâle qui était en train de se nourrir recule immédiatement, sans combat, sans hésitation. La hiérarchie est claire. La taille commande. Et ici, la femelle est la plus grande. Elle mange en premier. La gueule ouverte, le dos légèrement arqué, les nageoires pectorales abaissées. Cette posture de menace du requin gris de récif adulte est un langage. Le juvénile l'interprète instantanément. Il s'écarte. La confrontation est terminée sans qu'une seule dent n'ait touché l'autre. 5 classes de taille, 5 niveaux de priorité d'accès aux ressources, un système social évolutif qui maximise la survie du groupe. Ce langage corporel dit tout. Le dos qui s'arque, les nageoires pectorales qui s'inclinent vers le bas, la trajectoire qui dévie. Ce requin communique sa soumission avec une précision que n'importe quel biologiste peut lire. Pas besoin de mots, le corps parle. Depuis 30 ans, les chercheurs observent cette agrégation de requins-citrons à Bimini. Et ils ont découvert quelque chose d'inattendu. Ces animaux ont des préférences sociales individuelles. Certains individus passent significativement plus de temps ensemble. Ils ont des amis. La structure sociale d'une communauté de requins de récif présente des similitudes frappantes avec celle d'une meute de loups. Dominance basée sur la taille, accès prioritaire aux ressources, signaux de soumission codifiés. La convergence évolutive peut produire les mêmes solutions sociales dans des espèces très lointaines. Cette ligne lumineuse sur la carte représente le voyage d'un seul grand blanc. De l'Afrique du Sud à l'ouest de l'Australie, 20 000 km en 99 jours, à travers l'océan Indien, sans jamais se perdre. Cette balise sur la nageoire dorsale envoie ses coordonnées GPS chaque fois que le requin passe à la surface. Quelque part dans l'espace, un satellite reçoit le signal. Quelque part dans un laboratoire, un point se déplace sur une carte. Et nous regardons fascinés un animal pensé en termes de continent. Une nageoire dorsale, seule, sur des milliers de kilomètres carrés d'océan vide. Cette image devrait nous remplir d'humilité. Nous qui avons besoin de GPS, de cartes, de compas pour traverser une ville. Lui, il traverse des océans. 50 grands blancs tagués simultanément, 50 trajectoires lumineuses qui s'entrecroisent sur le globe. Chacune différente, chacune cohérente, des milliers de kilomètres parcourus. Et à certains moments, certaines de ces trajectoires convergent vers les mêmes points précis de l'océan. Le requin-taureau est le seul grand requin capable de survivre en eau douce. Ses reins s'adaptent, sa chimie sanguine se recalibre. Il remonte ce fleuve comme si l'océan n'avait jamais existé. Des milliers de kilomètres de l'océan, et toujours aussi parfaitement lui-même. Ils arrivent l'un après l'autre, sur plusieurs jours, depuis des directions différentes, comme attirés par un signal que nous ne percevons pas. Les grands blancs de Guadeloupe, chaque année, au même moment, au même endroit. Une ponctualité qui défie notre compréhension. Le requin océanique à pointe blanche, vrai nom nomade du grand large. Il n'a pas de territoire, pas de récif de référence, pas de zone de chasse habituelle.
l'océan entier est son domaine, et il y erre depuis des millions d'années avec la même indifférence sereine à notre égard. 5 espèces, 5 palettes de couleurs, 5 réseaux de routes migratoires qui couvrent ensemble la quasi-totalité des océans du globe. Le requin ne connaît pas les frontières des États, il ne connaît pas les zones économiques exclusives, il connaît seulement l'océan, et l'océan entier lui appartient. 18 mois, 20 000 km, et ce grand blanc vient de réapparaître à moins de 500 mètres de l'endroit exact où il avait été observé la dernière fois, dans un océan sans repère apparent. Cette précision de navigation dépasse tout ce que nous savons expliquer. Ce requin citron est né dans cette lagune, il y a 10 ans. Depuis, il a parcouru des milliers de kilomètres. Et aujourd'hui, il est de retour. Exactement ici, exactement là où il a vu l'océan pour la première fois. La philopatrie natale, le retour aux sources, un instinct aussi puissant que la vie elle-même. La même encoche sur la nageoire dorsale, la même cicatrice sous l'œil gauche. 12 ans séparent ces deux photographies. Cet individu a été identifié, perdu de vue, retrouvé. Il a continué à vivre, à chasser, à migrer, totalement indifférent au fait que nous le regardions. Il ralentit, il tourne autour de cette formation rocheuse particulière, il revient. Ce comportement d'inspection de repères spatiaux a été documenté chez plusieurs espèces. Le requin mémorise son environnement, il construit une carte mentale de son territoire et il s'en souvient. Cette base de données contient des milliers de photos de nageoires dorsales. Chaque individu identifié reçoit un nom, un numéro, une fiche. Ce requin que le chercheur vient de photographier a peut-être déjà été vu, peut-être à des milliers de kilomètres d'ici. La réponse est dans la base. La Terre est un aimant géant. Ces lignes de champs magnétiques couvrent les océans comme un réseau invisible de routes. Et certains requins semblent pouvoir les lire, les naviguer, s'en servir comme d'une carte sans échelle mais avec une direction. Un GPS biologique gravé dans leur tissu. Ce réseau d'hydrophones sous-marins couvre plusieurs centaines de kilomètres carrés. Quand ce requin tagué passe à portée d'un récepteur, le signal est enregistré. Heure, lieu, profondeur. Ces données s'accumulent et petit à petit, la carte de la vie cachée du requin se dessine. Immobiliser temporairement un grand blanc pour poser une balise. Quelques minutes de manipulation précise et respectueuse, puis le relâcher, le voir repartir dans les profondeurs et attendre les premières données. Ce moment entre l'humain et l'animal est chaque fois unique, chaque fois émouvant. Cette balise de quelques centimètres transmet ses coordonnées chaque fois que la nageoire dorsale perce la surface. Le signal monte à 40 000 km de hauteur, rebondit sur un satellite, redescend vers un serveur et quelques secondes plus tard, un point se déplace sur l'écran d'un chercheur à l'autre bout du monde. Le point vient de bouger. L'équipe se penche sur l'écran. 30 km plus au nord que prévu. À cette vitesse, il sera à la prochaine zone d'étude dans 6 heures. Cette science en temps réel change tout. Nous ne suivons plus des animaux après coup, nous les suivons maintenant. Ce drone dépose une balise à ventouse sur le flanc du requin-baleine sans jamais le toucher physiquement. La balise enregistre, la balise transmet, et le requin-baleine continue sa route, ignorant totalement qu'il vient de devenir une source de données pour la science mondiale. Après 6 mois passés avec le requin, cette balise archive vient de se décrocher automatiquement. Elle remonte à la surface, elle déploie son antenne et elle commence à transmettre 6 mois de données compressées. Profondeurs atteintes, température traversée, distance parcourue. Une vie entière résumée en quelques mégaoctets. Ce graphique représente 6 mois de mouvements verticaux d'un seul individu. Des plongées à 700 mètres de profondeur, des remontées rapides en surface, des périodes de nage stables à 100 mètres. Une vie en 3 dimensions que nous commençons seulement à voir. Cette minuscule carotte de tissu musculaire prélevée de façon non létale contient l'ADN complet de cet individu. Son identité génétique, ses liens de parenté avec d'autres individus de la même espèce, son appartenance à une population. La génétique des populations appliquée aux requins révèle des choses que la simple observation ne peut pas montrer. Il rate, il réessaie, il rate encore. Ce juvénile requin citron de quelques mois apprend à chasser par essai et erreur. Chaque échec est une leçon, chaque succès renforce une technique. La prédation parfaite de l'adulte que nous admirons est le résultat de cette accumulation patiente d'expérience. Ce jeune grand blanc de 2 ans attaque l'otarie avec une maladresse touchante. Il rate l'angle, il sous-estime la vitesse de la proie. L'otarie s'échappe facilement. Dans 10 ans, ce même individu ne ratera plus rien. L'apprentissage prend du temps, même pour un grand requin-baleine. Dans cette nurserie, les juvéniles plus jeunes suivent systématiquement les plus âgés. Ils copient leur trajectoire, ils s'intéressent aux mêmes zones. C'est de l'apprentissage social, la transmission d'une expérience, même minime, d'une génération à la suivante.
Ce jeune requin taureau lutte contre le courant du fleuve. Il trouve peu à peu la position optimale, l'angle qui minimise l'effort. Demain, il le retrouvera instinctivement. Dans un mois, il naviguera dans ce courant comme s'il y était né, parce qu'il y est né. Ce jeune requin vient de comprendre qu'en appuyant sur ce panneau d'une certaine façon, de la nourriture apparaît. Il l'a compris en moins de 20 essais. Et lors des tests suivants, il n'a plus jamais hésité. Mémoire, apprentissage, résolution de problèmes. Des capacités cognitives que nous n'attendions pas ici. Le cerveau du requin continue de se développer après la naissance. Les connexions neuronales s'enrichissent avec l'expérience, les lobes associés à la mémoire et à l'apprentissage croissent avec l'âge. Un vieux grand blanc n'est pas seulement plus grand qu'un jeune, il est plus sage. Imaginez retirer un seul fil d'un tissu, puis un autre encore. À un moment, le tissu se défait. Pas progressivement, brutalement. C'est exactement ce qu'il se passe quand on retire le requin de l'océan. Ce diagramme de réseau trophique que vous voyez n'est pas une abstraction scientifique. C'est la réalité vivante d'un récif corallien. Et le requin en est le nœud central. Retirez-le et regardez ce qui s'effondre. Ce récif est en bonne santé. Les requins gris patrouillent, les poissons sont en nombre approprié, le corail est vivant, coloré, diversifié. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une relation de causalité directe. La présence des requins produit cet équilibre. Leur absence le détruit. Le paysage de la peur. Ce concept écologique fondamental explique comment un prédateur structure un écosystème sans même avoir besoin de tuer quoi que ce soit. La simple présence du requin modifie le comportement de ses proies. Et ce changement de comportement change tout ce qui se passe en dessous. Regardez ces deux récifs. Même région, même profondeur, même exposition au courant. L'un avec des requins, l'autre sans. 20 ans séparent ces deux photographies du même lieu. La différence est bouleversante. D'un côté, la vie. De l'autre, les algues. La cascade trophique en action. Requins retirés, mésoprédateurs en explosion, poissons herbivores décimés, algues proliférant, corail étouffé, mort. Chaque flèche de cette animation représente une relation réelle, documentée, mesurée. Ce n'est pas de la théorie, c'est ce qui s'est passé, partout où les requins ont disparu. Ce chercheur explique ce qu'il a vu dans les 40 ans de sa carrière. Des récifs pleins de vie devenus des déserts sous-marins. Des pêcheries commerciales s'effondrant sans explication apparente. Et chaque fois, en remontant la chaîne des causes, la même réalité. Plus de requins. Cette carte montre la corrélation entre les populations de requins apicaux restantes et les indicateurs de santé des écosystèmes marins. Les deux variables se superposent presque parfaitement. Là où les requins existent encore, les océans fonctionnent encore. Ce récif en bonne santé est filmé en time-lapse sur 24 heures. La diversité des espèces qui y transitent est stupéfiante. Des centaines d'espèces différentes dans un espace de quelques mètres carrés. Tout cela maintenu par la présence de quelques requins gris de récif. Un tigre de mer poursuit une tortue verte dans cet herbier peu profond. La tortue s'échappe, mais regardez ce qui s'est passé. Elle a quitté cette zone d'herbier. Elle ira brouter ailleurs, plus loin, moins longtemps au même endroit. Et cet herbier aura le temps de récupérer. La prédation qui n'aboutit pas est aussi utile que la prédation qui réussit. Dans les zones où les requins-tigres sont absents, les herbiers de Posidonie présentent des signes clairs de surpâturage. Les tortues y restent. Elles broutent au même endroit pendant des heures. Les herbiers régressent. Et avec eux, disparaît l'un des puits de carbone les plus efficaces de la planète. Ce dugong broute tranquillement dans cet herbier de la baie Shark en Australie occidentale. À quelques centaines de mètres, des requins-tigres patrouillent. Le dugong ne reste pas immobile. Il avance. Il change de zone. Ce comportement de pâturage mobile maintient la diversité de l'herbier. Chaque zone a le temps de repousser avant d'être à nouveau broutée. Un herbier sain, par hectare, stocke 35 fois plus de carbone qu'une forêt tropicale. 35 fois. Ces chiffres sont réels. Ils ont été mesurés, vérifiés, publiés dans les meilleures revues scientifiques mondiales. Et derrière eux, il y a un requin-tigre qui patrouille à quelques centaines de mètres. Vu du ciel, la baie Shark révèle ses trésors. Des kilomètres et des kilomètres d'herbiers de Posidonie d'un vert bien foncé sous la surface turquoise. Des dugongs visibles par dizaines et les ombres élongées des requins-tigres qui structurent invisiblement tout cet écosystème depuis des millions d'années. Les requins-tigres de cette baie ne chassent pas seulement les dugongs. Ils influencent où ces dugongs broutent, comment ils se déplacent, combien de temps ils restent dans chaque zone. Ce comportement indirect, ce qu'on appelle l'effet de la peur, est aussi important pour l'écosystème que la prédation directe elle-même. Ce récif vibrant avec ses requins résidents est la norme de ce que devraient être tous nos récifs coralliens. Cette explosion de couleurs, cette densité de vie, cette organisation complexe autour des prédateurs qui la structurent. Nous avons oublié à quoi ressemble un océan en bonne santé.
Parce que nous n'en avons jamais vraiment connu un. Les requins de récif contrôlent les populations de mérous et de carangues. Ces mésoprédateurs, sans contrôle, déciment les petits poissons herbivores. Sans herbivores, les algues envahissent. Sans algues contrôlées, les coraux meurent. La chaîne est longue, mais elle est solide. Et elle commence toujours par le requin. Sans requin, les oursins prolifèrent. Sans prédateurs pour les contrôler, ils broutent le corail jusqu'à la roche nue. Cette visualisation montre ce processus à l'œuvre dans un récif des Caraïbes 10 ans après la disparition des requins de récif. Le résultat est une roche couverte d'algues. Plus de corail, plus de vie. À Palmyra, atoll protégé depuis des décennies, la biomasse totale de poissons est 1000 fois plus élevée que dans un récif comparable non protégé de la région. Pas 10% de plus, pas le double, 1000 fois. Ce chiffre seul devrait suffire à convaincre n'importe quel décideur politique de l'importance de la protection des requins. Ce chercheur explique ce qu'il a vu dans les 40 ans de sa carrière. Des récifs pleins de vie devenus des déserts sous-marins. Des pêcheries commerciales s'effondrant sans explication apparente. Et chaque fois, en remontant la chaîne des causes, la même réalité. Plus de requins. Cette réserve marine protégée, visible depuis les ciels, fourmille de vie. La réserve non protégée, juste à côté, ressemble à un désert. La frontière entre les deux zones est visible depuis un avion. D'un côté, le bleu vivant, de l'autre, le blanc mort du corail blanchi. Une ligne dans l'eau qui résume tout. Quand le Pala a instauré sa réserve marine et interdit la pêche aux requins, les scientifiques prédisaient une récupération lente. Ils avaient raison sur la lenteur, mais pas sur l'ampleur. Les données de monitoring montrent un retour de biodiversité qui dépasse toutes les projections initiales. La nature, quand on lui donne la chance, récupère mieux que prévu. Regardez cette carcasse de baleine. Plusieurs tonnes de matière organique qui s'effondrent lentement vers le fond. Et maintenant, regardez ce qui arrive. En quelques heures, les premiers requins apparaissent. Des prans blancs en surface, des requins à 6 branches plus bas, des requins de Groenland dans les profondeurs froides. Chacun à son niveau, chacun jouant son rôle dans la décomposition de cette ressource colossale. Sans eux, cette carcasse mettrait des semaines à se décomposer. Avec eux, 48 heures suffisent. Ces nutriments libérés rapidement dans la colonne d'eau vont fertiliser un écosystème entier. Le phosphore, l'azote, les minéraux, tout cela était emprisonné dans la chair de la baleine. Les requins l'ont libéré. Et maintenant, il nourrit le phytoplancton, qui nourrit le zooplancton, qui nourrit les poissons, qui nourrit tout le reste. Dans l'obscurité arctique, le requin de Groenland se nourrit de cette carcasse ancienne. Un animal qui vit peut-être 500 ans, mangeant un animal qui vivait peut-être 100 ans. Une rencontre entre deux longévités qui défie notre compréhension du temps. Ces nutriments ne se contentent pas de rester sur le fond. Les requins qui ont mangé plongent et remontent. Ils défèquent dans la zone euphotique, là où la lumière du soleil pénètre. Ils transportent les nutriments des profondeurs vers la surface. Ils sont des pompes biologiques verticales. Et sans eux, ces nutriments resteraient enfouis dans les abysses. Ce panache de phytoplancton visible depuis le satellite correspond exactement à la zone d'agrégation saisonnière des requins documentée par les balises. La corrélation est frappante. Les requins apportent les nutriments. Le phytoplancton explose. Et ce phytoplancton produit la moitié de l'oxygène que vous respirez en ce moment même. Chaque plongée profonde d'un requin remonte des nutriments depuis les abysses. Chaque défécation en surface fertilise la zone éclairée. Ce mouvement vertical permanent représente une contribution à la productivité océanique que nous n'avons commencé à quantifier que très récemment. Ces 100 millions de tonnes de nutriments transportés annuellement par les populations mondiales de requins représentent une contribution à la chimie des océans que rien d'autre ne peut remplacer. La disparition des requins ne serait pas seulement une perte de biodiversité, ce serait une perturbation profonde des cycles biogéochimiques qui maintiennent l'océan en vie. À l'échelle microscopique, ce phytoplancton qui prolifère grâce aux nutriments transportés par les requins est la base de toute la chaîne alimentaire marine, et au-delà. Chaque deuxième respiration que vous prenez est produite par ces organismes microscopiques, nourris en partie par les requins. Ces dauphins viennent d'apercevoir un grand blanc. Regardez la réorganisation instantanée du groupe. Les femelles et les jeunes se retrouvent au centre, les mâles adultes à la périphérie. En quelques secondes, le pod est en formation défensive. Le requin a restructuré le groupe social des dauphins sans même les avoir touchés. Ces cicatrices de morsure sur le flanc de cette femelle dauphin ne sont pas des cicatrices d'une attaque réussie. Ce sont les marques d'une attaque ratée, la preuve que la sélection naturelle fonctionne. Les dauphins qui survivent aux attaques de requins transmettent leurs gènes et leurs descendants sont un peu plus agiles, un peu plus vigilants, un peu plus intelligents que leurs parents. Ces dauphins utilisent leur rostre pour frapper le requin dans les flancs.
une technique de défense collective transmise culturellement d'une génération à l'autre. La coévolution prédateur-proie en temps réel, visible à l'échelle d'une vie humaine. Cette symbiose inattendue entre dauphins et grands blancs en pleine eau profonde illustre une réalité complexe. Ces animaux ne sont pas simplement prédateurs et proies, ils partagent le même océan depuis des millions d'années. Leurs relations sont nuancées, contextuelles, parfois surprenantes. Ces dauphins en train de chasser un requin plus petit que leur groupe illustrent la hiérarchie complexe des interactions marines. Le requin n'est pas toujours le prédateur, dans certains contextes, il est la proie. Et ces renversements de rôle font partie intégrante de l'équilibre de l'écosystème. Les signaux d'alarme acoustique que ces dauphins émettent à la détection d'un requin ont été décodés, des fréquences spécifiques, des patterns reconnaissables. La présence du requin est communiquée à des individus à plusieurs kilomètres de distance. L'information se propage, tout l'écosystème s'adapte. Voici ce que l'ordinateur simule quand on retire les requins de ce modèle d'écosystème océanique. D'abord, rien. Pendant quelques années, rien de visible. Puis, les mésoprédateurs augmentent. Puis, les proies des mésoprédateurs diminuent. Puis, les algues prolifèrent. Puis, le corail recule. Puis, les poissons commerciaux s'effondrent. L'effondrement en cascade prend 20 à 30 ans et il est irréversible. La Chesapeake Bay, un cas d'école documenté avec précision. Surpêche des grands requins dans les années 90, explosion des raies vaches, destruction totale de l'industrie ostrière en 15 ans. Des communautés entières qui perdent leur gagne-pain, des traditions centenaires qui disparaissent parce qu'on avait retiré les requins. Ce n'était pas prévisible à l'époque, aujourd'hui ça l'est, et nous continuons quand même. Sans requins, les méduses prolifèrent, leurs prédateurs naturels ont disparu. Leurs proies, les petits poissons et le zooplancton ne sont plus régulés. Des blooms de méduses couvrent maintenant des milliers de kilomètres carrés dans la Méditerranée, dans la mer du Japon, dans le Pacifique Nord. Ces blooms détruisent les filets de pêche, épuisent les ressources d'oxygène, étouffent les écosystèmes. L'industrie touristique côtière en souffre, l'aquaculture en souffre, et tout cela commence par l'absence du requin. Sans les herbiers et les forêts de kelp maintenus en bonne santé par l'équilibre prédateur-proie que régulent les requins, milliards de tonnes de carbone stockées sont relâchées dans l'atmosphère. La contribution des requins à la régulation du climat terrestre n'est pas métaphorique, elle est mesurable, elle est réelle et elle est irremplaçable. Mais regardons aussi ce qui se passe quand on protège, quand on laisse les populations de requins se reconstituer. Cette simulation montre la dynamique de récupération. Lente d'abord, parce que les requins se reproduisent lentement, puis de plus en plus rapide à mesure que l'écosystème retrouve son équilibre. La nature veut récupérer. Elle n'a besoin que d'une chose, que nous arrêtions de la détruire. Ce scientifique présente ces données à cette conférence internationale. 20 ans de monitoring dans une réserve marine. Les chiffres sont clairs. Là où les requins reviennent, la vie revient. Là où on les protège, l'océan guérit. Ce n'est plus de l'espoir, c'est de la science. Les herbiers et les forêts de kelp maintenus en bonne santé par l'équilibre prédateur-proie que régulent les requins stockent ensemble des quantités de carbone qui représentent une contribution significative aux objectifs climatiques mondiaux. Le requin n'est pas seulement un animal, c'est une infrastructure climatique. Cette forêt de kelp de Californie est maintenue en bonne santé par les requins léopards qui contrôlent les populations d'ursins. Sans eux, les ursins dévoreraient les holdfasts des kelp, la forêt s'effondrerait et avec elle disparaîtrait l'un des écosystèmes les plus productifs de la planète. Par hectare, les herbiers maintenus par l'équilibre que régulent les requins stockent une quantité de carbone que l'accord de Paris sur le climat ne peut pas ignorer. Ces chiffres commencent à apparaître dans les négociations climatiques internationales. Le requin entre dans l'équation climatique. Enfin. La valeur économique du carbone stocké grâce aux écosystèmes maintenus par les populations de requins dépasse selon certaines estimations la valeur totale de toute l'industrie mondiale de la pêche aux requins. Un requin vivant vaut infiniment plus qu'un requin mort. La question n'est pas morale, elle est économique et les chiffres sont sans appel. Cette vaste herbier vu depuis les airs n'est pas seulement beau, il est utile. Il séquestre du carbone, il nourrit des dugongs, il protège des côtes, il produit de l'oxygène. Et il existe parce que ce requin-tigre que l'on aperçoit en dessous maintient l'équilibre qui le rend possible. Ce chercheur ne parle pas de sauver les requins parce qu'ils sont beaux ou fascinants, il parle de les sauver parce que les données économiques, climatiques et écologiques sont convergentes et incontestables. La protection des requins est l'investissement de conservation le plus rentable que l'humanité puisse faire.
Cette plongée au-dessus du récif de Fidji avec 8 espèces de requins simultanément visibles représente quelque chose que les générations précédentes de plongeurs n'ont jamais eu la chance de voir et que les générations futures pourraient ne plus jamais avoir. L'écotourisme requin génère 300 millions de dollars par an à l'échelle mondiale. Mais derrière ce chiffre, il y a quelque chose de plus important. Millions de personnes qui plongent avec des requins et qui reviennent transformés, qui ne peuvent plus jamais voir ces animaux comme des monstres. Ce plongeur caraïbin à sécurité requin qui observe ces requins des récifs nager tranquillement à quelques mètres de lui ne ressent pas de la peur. Il ressent ce que les chercheurs qui étudient ces animaux depuis des décennies ressentent aussi. Un privilège, une responsabilité et une certitude absolue que ces animaux méritent d'exister. Ces 4 destinations, les Maldives, Palu, les Bahamas et les Fidji, ont construit des économies entières autour de la présence de leurs requins. Des milliers d'emplois, des dizaines de millions de dollars de revenus annuels, des communautés qui ont choisi de protéger plutôt que de pêcher et qui ont prospéré grâce à ce choix. Cet ancien pêcheur de requins de Palu est maintenant guide de plongée et gagne plus en une journée de plongée écotouristique qu'en une semaine de pêche. Et il dit quelque chose que ses enfants transmettront à leurs enfants. Un requin vivant vaut infiniment plus que tous les requins morts que j'ai jamais pêchés. Cette biomasse de poissons mesurée sur ce récif protégé est 1000 fois supérieure à celle du récif non protégé voisin. 1000 fois! Ces données ne sont pas une projection, ce sont des mesures directes, répétées, vérifiées. La science parle avec une clarté absolue. Il ne reste plus qu'à l'entendre. Ces filets s'étendent sur 50 km. 50 km de nylon invisible dans l'océan. Il n'appartient plus à personne. Il dérive, il capture, il tue. En silence, sans témoin. C'est ce qu'on appelle un filet fantôme. Ce requin lutte depuis des heures, peut-être des jours. Ses nageoires sont prises dans les mailles. Il ne peut plus nager, il ne peut plus respirer. Il mourra ici, sans que personne ne le voie, sans que personne n'ait voulu sa mort. Un dommage collatéral de notre indifférence. Pour chaque thon pêché sur ces palangres industrielles, plusieurs requins meurent comme captures accessoires. Ils ne sont pas la cible, ils sont l'accident. Remontés morts ou agonisants, rejetés à la mer, comptabilisés nulle part, mais morts quand même. Cette palangre de 100 km de long, hérissée de milliers d'hameçons, vient d'être remontée. L'équipage documente ce qu'il voit. Des requins bleus, des requins soyeux, un requin taupe. Tous morts, tous non ciblés, tous inutilement sacrifiés pour une pêche qui visait autre chose. Regardez cette superposition. Les routes migratoires des grands requins et par-dessus la pression de pêche des palangriers industriels. Ces deux cartes se recouvrent avec une précision accablante. Les requins nagent exactement là où les filets les attendent. Ce plongeur coupe les mailles une à une. Le requin ne comprend pas qu'on l'aide, il se débat encore. Puis les dernières mailles cèdent. Il reste immobile quelques secondes, puis il repart dans le bleu, vivant. Ce moment de conservation active est rare, il devrait être la norme. La nuit, en plein océan, ce navire traite des tonnes de captures. Les requins dans les filets sont retirés, leurs ailerons parfois prélevés, leurs corps jetés. Personne ne regarde, personne ne compte. Dans l'obscurité de l'océan, le massacre continue sans témoin. Ce toit à Hong Kong est recouvert de milliers d'ailerons de requins séchant au soleil. Chaque aileron représente un animal qui a agonisé au fond de l'océan. Chaque aileron représente quelques centaines de grammes prélevés sur un corps de plusieurs centaines de kilogrammes jetés à la mer. Le finning, on capture le requin vivant, on lui coupe les 4 nageoires, on le rejette à l'eau. Sans nageoire, il ne peut plus nager, il coule, il ne peut plus ventiler ses branchies, il suffoque, il meurt lentement pour quelques centimètres d'ailerons séchés. Cet activiste documente en caméra cachée le plus grand marché mondial d'ailerons de requins. Des tonnes d'ailerons empilés, des transactions qui se chiffrent en millions. Une industrie légale dans la plupart des pays. Une industrie qui vide les océans de leurs prédateurs apicaux en toute impunité. Cette technique d'identification par ADN, à partir d'un minuscule fragment d'aileron, peut déterminer l'espèce exacte en quelques heures. Elle permet de détecter le commerce d'espèces protégées par la CITES, une arme scientifique dans la lutte contre le commerce illégal. Ce graphique montre le volume du commerce d'ailerons de requins transitant par Hong Kong depuis 1980. La courbe monte, puis elle commence à descendre vers 2011. Les campagnes de sensibilisation, les réglementations, le changement culturel.
Les données montrent que l'action fonctionne, mais pas assez vite. Ce jeune Chinois de 25 ans refuse la soupe d'aileron au restaurant familial. Sa grand-mère ne comprend pas. Pour elle, c'est un plat de prestige, un signe de respect pour les invités. Pour lui, c'est un plat qui tue des océans. Ce conflit entre générations se joue dans des millions de foyers en Asie, et la jeune génération est en train de gagner. 70% en 50 ans. Cette courbe qui s'effondre représente des centaines de millions d'individus disparus, des écosystèmes déstabilisés, des chaînes alimentaires brisées et une planète qui se dirige lentement mais sûrement vers un océan sans requins. Le requin océanique à pointe blanche. 98% de sa population a disparu en 50 ans. Le requin marteau festonné, 98% également. Ce ne sont plus des espèces en danger, ce sont des espèces fantômes, présentes sur les listes, absentes dans les océans. Ces photographies de tournois de pêche des années 60, des dizaines de grands requins suspendus par la queue, des pêcheurs souriants, de l'abondance. Regardez maintenant les mêmes plages, les mêmes tournois aujourd'hui. 1 ou 2 requins si on a de la chance. L'océan vidé en une génération. 100 millions. Pour comprendre ce chiffre, visualisez-le. Si vous empiliez 100 millions de requins bout à bout, cette colonne atteindrait plusieurs fois la distance de la Terre à la Lune. 100 millions, chaque année, depuis des décennies. Et nous nous demandons pourquoi les populations s'effondrent. Un requin femelle produit en moyenne 2 à 12 petits par an. La maturité sexuelle arrive entre 7 et 12 ans selon les espèces. Pendant ce temps, 100 millions de requins sont tués chaque année. Les mathématiques sont implacables. Aucune population ne peut se reconstituer à ce rythme. 37% des espèces de requins et de raies sont aujourd'hui sur la liste rouge de l'IUCN, menacées ou en danger critique d'extinction. 37% d'un groupe d'animaux qui a survécu à 5 extinctions de masse. L'humain a réussi en 50 ans ce que 5 apocalypses planétaires n'avaient pas pu faire. Les isothermes se déplacent vers les pôles à raison de plusieurs dizaines de kilomètres par décennie. Les requins suivent leurs proies qui suivent les températures. Des espèces apparaissent dans des eaux où on ne les avait jamais vues. Des espèces disparaissent d'eau qu'elles occupaient depuis des millénaires. Le changement climatique redistribue l'océan. Quand le corail blanchit, les requins de récif perdent leur territoire de chasse, leur zone de repos, leurs nurseries. Cette eau trop chaude détruit en quelques semaines ce que des millénaires avaient construit. Les requins survivent, mais leur monde, lui, est en train de mourir. Des études récentes montrent que l'acidification des océans perturbe les ampoules de Lorenzini. Dans une eau à un pH correspondant aux projections de 2100, les requins testés présentaient une désorientation mesurable. Le changement climatique ne se contente pas de déplacer l'habitat du requin, il sabote ses sens. Cette animation montre le déplacement progressif des zones d'habitat de 8 espèces de requins entre 1970 et 2070 selon les projections climatiques. Des espèces qui ne se rencontraient jamais se retrouvent dans des eaux mêmes, des nouveaux prédateurs dans des écosystèmes qui n'ont jamais évolué avec eux. La différence entre un réchauffement de 1,5 degré et un réchauffement de 4 degrés, c'est la différence entre un océan perturbé et un océan transformé. Pour les requins, ce sont des zones d'habitat qui se réduisent de moitié dans le pire scénario. La crise climatique est aussi une crise des requins. Les zones de minimum d'oxygène dans l'océan Pacifique s'élargissent avec le réchauffement. Ces zones anoxiques sont létales pour les requins. Elles les compriment leur habitat vertical, les forçant dans des couches de plus en plus minces entre la surface et l'anoxie. Un étau qui se resserre. En 2023, l'Atlantique Nord a enregistré des températures de surface sans précédent dans l'histoire instrumentale. Des requins ont été observés dans des comportements inhabituels, nageant en surface, apparemment désorientés. Les biologistes marins ont documenté ces comportements avec inquiétude. Le réchauffement n'est plus une projection, c'est une réalité observable maintenant. Ces filets s'étendent sur des dizaines de kilomètres de côtes sud-africaines. Ils sont là pour protéger les baigneurs. Mais regardez ce que les données disent vraiment. Pour chaque attaque de requin évitée, des centaines d'animaux non ciblés meurent dans ces mailles. La protection est réelle, le coût écologique l'est aussi. D'un côté, un filet de maille qui tue tout ce qui passe. De l'autre, une technologie électromagnétique qui repousse les requins sans les tuer. L'une existe depuis les années 60, l'autre depuis 10 ans. La question n'est pas technique, elle est politique. Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
Cette tortue kawan, ce dauphin, cette raie manta, ce requin taupe plein de petits, tous morts dans les filets de protection des plages australiennes et sud-africaines, tous non ciblés, tous victimes d'une politique de sécurité dont l'efficacité réelle n'a jamais été prouvée. Cette Smart Drumline satellitaire capture un requin vivant et alerte immédiatement une équipe d'intervention. En moins d'1 heure, le requin est relâché, marqué, vivant. Le taux de survie dépasse 80%. La plage est protégée, l'animal est sauf, les deux sont possibles en même temps. Les filets de plage capturent en majorité des espèces qui ne représentent pas de danger aux baigneurs. Les requins réellement responsables d'incidents sont une infime minorité des captures. Cette infographie montre le gouffre entre la perception du risque et la réalité statistique. Nous tuons des centaines d'animaux innocents pour une peur largement irrationnelle. Ces technologies de dissuasion personnelle existent. Le Shark Shield, qui émet un champ électrique perturbant les ampoules de Lorenzini. Les répulsifs magnétiques. Les combinaisons à motifs qui perturbent la vision des requins. Des solutions individuelles qui permettent la cohabitation sans massacre collectif. Dans cette salle de conférence, des délégués de 183 pays votent pour des destinées de plusieurs espèces de requins. Chaque main levée peut signifier l'inscription d'une espèce sur la liste des protections commerciales internationales. La diplomatie de la conservation, lente, imparfaite, mais réelle. L'annexe 2 de la CITES ne protège pas une espèce de toute exploitation. Elle impose un contrôle du commerce international. Les exportations doivent être accompagnées de permis. Les quantités sont surveillées. Ce n'est pas parfait, mais c'est une architecture légale qui peut être renforcée et qui a déjà sauvé des espèces. Ce navire de pêche vient d'être arraisonné par les gardes-côtes européens. L'inspection vérifie que les ailerons à bord correspondent au corps de requins entiers. La réglementation européenne impose le débarquement des requins entiers, leurs nageoires encore attachées. Un progrès, insuffisant encore, mais un progrès. En 1970, moins de 1% des océans mondiaux bénéficiaient de protection. Aujourd'hui, environ 8%. L'objectif est 30% d'ici 2030. Cette progression est réelle, mais insuffisante. Et la qualité de la protection est aussi importante que la superficie protégée. Cette carte de la gouvernance internationale de la pêche aux requins révèle une réalité décourageante. Des dizaines de nations sans quotas, des zones de haute mer sans surveillance, des accords signés mais non appliqués. Le droit international de la mer est un cadre. Sans application effective, c'est du papier. Cette juriste spécialisée en droit maritime international consacre sa carrière à combler les lacunes légales qui permettent la surpêche des requins. Elle parle avec la précision d'une scientifique et l'urgence de quelqu'un qui sait que chaque année perdue se traduit en millions de requins morts. Ce biologiste approche le requin-baleine par le côté, prend la biopsie en quelques secondes avec une aiguille à ressort fixée à une perche et s'éloigne immédiatement. L'animal ne ralentit pas, ne réagit pas. La science se fait maintenant sans perturber l'animal étudié. Ce BRUV, ce système de vidéo sous-marine appâté, va rester au fond pendant 1 heure. Tout ce qui passe devant la caméra sera comptabilisé, identifié, mesuré. Des centaines de sites peuvent être échantillonnés simultanément. Un recensement de la faune marine à une échelle impossible il y a 20 ans. Ce drone vole à 50 mètres au-dessus du récif. Son algorithme d'intelligence artificielle identifie et compte automatiquement les requins visibles sous la surface. En 1 heure, il couvre ce qui prendrait des semaines à des plongeurs. La technologie au service de la conservation. Cet échantillon d'eau filtrée contient des fragments d'ADN laissés par tous les animaux qui ont nagé ici récemment. En analysant cet ADN environnemental, les chercheurs peuvent dresser une liste de présence de toutes les espèces sans avoir vu un seul animal. La biologie de la conservation à l'ère moléculaire. Dans cette salle, des scientifiques de 40 pays partagent leurs données. Une chercheuse australienne et un biologiste japonais comparent leurs résultats sur les mêmes populations de grands blancs. La science des requins est devenue globale, parce que les requins, eux, l'ont toujours été. Cette jeune chercheuse n'est pas dans son laboratoire aujourd'hui. Elle est dans ce village de pêcheurs pour expliquer aux enfants pourquoi les requins sont importants pour leur océan, pour leurs poissons, pour leur avenir. La conservation ne peut pas se faire sans les communautés qui vivent avec ces animaux. Il est 2 heures du matin. Dans cette salle de contrôle à bord du navire de recherche, l'équipe observe en direct les images transmises par le ROV à 300 mètres de profondeur. Un requin à 6 branchies vient d'apparaître, un comportement jamais filmé. La science se fait dans ces moments.
Cette carte en temps réel montre la position actuelle de plusieurs centaines de requins tagués à travers le monde. Des points lumineux qui se déplacent lentement. Chaque point est un individu. Chaque déplacement est une donnée. Ensemble, ils dessinent la carte de la vie cachée des requins. Ces hydrophones vont rester ici pendant 5 ans. Ils vont enregistrer le passage de chaque requin tagué qui s'approche à moins de 500 mètres. Connectés en réseau avec des centaines d'autres récepteurs, ils constituent une infrastructure d'observation continue que nos prédécesseurs ne pouvaient pas imaginer. Cette balise vient de se décrocher automatiquement après 6 mois. Elle remonte à la surface, elle déploie son antenne, elle commence à transmettre. 40 000 km plus haut, un satellite capte le signal. Quelques secondes plus tard, 6 mois de vie d'un requin apparaissent sur l'écran d'un chercheur. Chaque observation signalée par ce plongeur amateur alimente une base de données globale. Des milliers d'observations citoyennes combinées aux données scientifiques professionnelles créent une image de la distribution des requins d'une précision sans précédent. La science appartient aussi aux citoyens. Après 10 ans d'accumulation de données de tracking, des patterns émergent. Des routes migratoires prévisibles, des zones d'agrégation récurrentes, des comportements individuels cohérents d'une année à l'autre. Ces patterns sont la clé pour concevoir des protections efficaces. Cette plateforme de données partagées réunit les observations de 50 pays, des milliers d'individus identifiés, des millions de détections acoustiques, des centaines de milliers de trajectoires reconstituées. La plus grande base de données jamais assemblée sur un groupe d'animaux marins. Ce village de pêcheurs indonésiens capturait des requins jusqu'en 2015. Aujourd'hui, ces mêmes hommes guident des plongeurs venus du monde entier pour nager avec les requins qu'ils auraient tués. Leurs revenus ont triplé. Leurs enfants grandissent avec une relation différente à l'océan. La conservation peut transformer des économies entières. Cette communauté aborigène australienne protège ses eaux depuis des millénaires. Le requin est une espèce totémique dans leur cosmologie. Leur gestion traditionnelle des territoires maritimes incluait des interdictions de pêche saisonnière que la science moderne ne fait que confirmer. Le savoir écologique traditionnel méritait d'être écouté bien plus tôt. Ce patrouilleur de la marine de Palau intercepte un navire de pêche qui ne devait pas être dans ses eaux protégées. Les équipements de pêche sont saisis, le capitaine sera poursuivi. La protection n'existe que si elle est appliquée. Palau a choisi d'appliquer, et ses requins sont revenus. Ce comité de cogestion réunit des pêcheurs locaux et des biologistes marins. Les pêcheurs connaissent ces eaux depuis des générations. Les scientifiques apportent les outils de monitoring. Ensemble, ils prennent des décisions que ni l'un ni l'autre ne pourraient prendre seuls. C'est ça la conservation qui fonctionne. Cet homme a passé 10 ans à pêcher des requins aux Fidji. Aujourd'hui, il gagne sa vie en emmenant des touristes à nager avec eux. Il connaît chaque requin du récif, personnellement. Il connaît leurs habitudes, leur territoire, leur caractère. Et il est devenu leur protecteur le plus farouche. Le programme Shark Spotters du Cap emploie des observateurs communautaires locaux perchés sur les falaises au-dessus des plages. Ils repèrent les requins et déclenchent des alertes par radio. Les plages sont sécurisées, les requins ne sont pas tués, les observateurs ont un emploi. La sécurité et la conservation ne sont pas compatibles. Dans ce festival polynésien, le requin est célébré comme protecteur, comme ancêtre, comme force de l'océan. Ce rapport culturel à l'animal, qui existe dans des dizaines de cultures côtières du monde, est une ressource de conservation que nous n'avons pas suffisamment utilisée. Le respect précède toujours la protection. Ces enfants regardent un requin les regarder à travers la vitre de l'observatoire. Dans leurs yeux, la peur initiale se transforme en quelque chose d'autre, de la curiosité, de l'émerveillement. Ce moment est une graine. Dans 20 ans, certains de ces enfants seront peut-être les chercheurs, les législateurs, les activistes qui changeront la trajectoire de la conservation des requins. Ce documentariste projette son film sur un drap blanc tendu entre 2 palmiers. Les pêcheurs du village, assis sur le sable, voient pour la première fois des images sous-marines de l'animal qu'ils connaissent seulement comme une menace pour leur nilet. Quelque chose change dans leur regard. La connaissance précède toujours le changement. Cette vidéo d'une jeune biologiste marine nageant librement avec un grand blanc a été vue 200 millions de fois. 200 millions de personnes qui ont vu le requin différemment pendant 30 secondes. La conservation au temps des réseaux sociaux ressemble à ça. Imparfaite, superficielle parfois, mais d'une portée impressionnante. Cet enfant de 6 ans touche un requin nourrice pour la première fois. Regardez sa main qui hésite, puis qui se pose. Regardez son visage passer de la peur à l'incrédulité, à quelque chose qui ressemble à de la tendresse. Cette expérience ne s'oublie pas. Elle réécrit une peur apprise. Elle installe un respect durable.
Ces plongeurs amateurs ont été formés en 2 heures à identifier les espèces de requins par leur nageoire dorsale et à soumettre leurs observations à la base de données globale. Chaque plongée devient une session de collecte de données. Chaque vacancière devient une scientifique de terrain. La démocratisation de la science de conservation. Ces lycéens analysent des données réelles de tracking de requins dans le cadre de leurs cours de sciences. Ils travaillent sur les mêmes données que les chercheurs professionnels. La frontière entre l'éducation et la recherche est en train de s'effacer. Cette journée mondiale des requins réunit ce matin sur cette plage des enfants qui nettoient, des biologistes qui expliquent, des artistes qui dessinent, des plongeurs qui témoignent. 1000 personnes autour d'un même sujet. La conservation comme fête collective. 500 000 km² d'océans protégés. La totalité de la zone économique exclusive de Palau. Aucune pêche commerciale autorisée. Aucun chalutage. Les requins sont rois. Et les données de monitoring montrent que cette décision, prise par un pays de 20 000 habitants, a eu des effets mesurables sur les populations de requins du Pacifique occidental. 1995. Ce récif était surpêché. Les requins avaient presque disparu. Les coraux blanchissaient. 2023. Le même récif. Les requins sont revenus, les coraux sont revenus, les poissons sont revenus. 27 ans de protection. La nature a fait le reste. Elle n'avait besoin que d'une chose, que nous arrêtions de la détruire. Ce navire de pêche n'avait pas le droit d'être là. Les gardes de la réserve marine l'ont observé grâce au système de surveillance satellitaire. Ils l'ont intercepté. Les filets sont saisis, le capitaine sera jugé. La protection a un prix. Ce prix inclut une application effective. Sans application, la protection n'existe que sur papier. De moins d'1% en 1970 à 8% aujourd'hui, l'objectif international est 30% d'ici 2030. Cette trajectoire est encourageante, mais elle est insuffisante. Et elle masque des disparités énormes entre les pays qui protègent vraiment et ceux qui créent des parcs marins sur le papier sans les faire respecter. À l'intérieur de la réserve, la biomasse de requins est 10 fois supérieure à celle de l'extérieur. Mais regardez ce gradient. La différence diminue progressivement à mesure qu'on s'éloigne de la frontière. Les requins débordent. Ils colonisent les zones adjacentes. La réserve marine rayonne au-delà de ses frontières. Ces photographies du même mètre carré de récif prises tous les 5 ans depuis 1993 constituent un document scientifique d'une valeur inestimable. On y voit la dégradation progressive jusqu'en 2005, puis la stabilisation, puis lentement la récupération. Le corail repousse, les espèces reviennent, la vie revient. Ces chercheurs présentent 20 ans de données à un comité parlementaire. Les graphiques sont clairs, les courbes de récupération sont indiscutables, les arguments économiques sont solides. La décision d'étendre la réserve marine devrait être une évidence. Dans ce monde-là, elle l'est. Dans le nôtre, elle prend encore des années. Nous sommes au lever du soleil, quelque part dans l'océan Pacifique, à des centaines de kilomètres de toute côte. L'eau est calme, le ciel passe du noir profond au gris bleu, puis à l'orange, puis à l'or. Et là, dans cette lumière naissante, une nageoire dorsale coupe la surface, puis disparaît, puis réapparaît quelques mètres plus loin. Un requin, seul dans l'immensité. Depuis un drone, on le voit nager dans ce lagon peu profond dont le fond turquoise est transparent comme du verre. Un animal ancien dans un habitat intemporel. Cette image devrait nous remplir d'humilité. Elle devrait nous rappeler ce que nous risquons de perdre. Sous la surface, les premiers rayons du soleil du matin percent l'eau en faisceaux dorés. Les requins de récif émergent lentement de leur zone de repos pour commencer leur patrouille quotidienne. Un nouveau jour qui commence comme des millions de jours ont commencé avant lui, depuis l'aube des temps. Le ciel se transforme lentement. Les étoiles s'effacent une à une. La première lumière bleue de l'aube effleure la surface de l'océan, puis le rose, puis l'or. Et dans cette lumière qui enfle, les silhouettes des requins sous la surface deviennent visibles. Ce spectacle se produit chaque matin, sur chaque océan de la planète. Nous ne le voyons presque jamais. Il existe pourtant. Il a toujours existé. Ce requin marteau silhouetté contre le disque solaire immergé est l'une des images les plus emblématiques de l'océan. Sa tête en T parfaitement symétrique, son corps suspendu dans la lumière. Une icône de la vie marine qui devrait orner nos consciences comme elle orne nos écrans. Vu à 360 degrés depuis le niveau de l'eau, l'horizon circulaire parfait, l'océan qui s'étend à l'infini dans toutes les directions, et cette nageoire dorsale, seule, au premier plan. C'est tout. C'est suffisant. C'est tout ce qu'il faut voir pour comprendre. Un plongeur en apnée face à un grand requin blanc dans l'océan ouvert.
Aucune cage, aucun équipement de protection. Juste deux animaux qui se regardent dans les yeux à quelques mètres de distance. Ce plongeur ne ressent pas de la peur, il ressent ce que des milliers de personnes qui ont vécu cette rencontre décrivent de façon identique. Une présence, une reconnaissance mutuelle, quelque chose d'indéfinissable qui ressemble à du respect. Ce vieux photographe sous-marin a passé 50 ans à photographier les requins. Ses archives contiennent des images d'espèces aujourd'hui disparues de régions entières. Il peut vous montrer, photo après photo, la disparition progressive de quelque chose d'irremplaçable. Et dans ses yeux, une tristesse que les mots n'atteignent pas. Cette jeune femme nage aux côtés d'un requin-baleine de 12 mètres avec la joie simple et absolue de quelqu'un qui vit le moment le plus beau de sa vie. Sur son visage, à travers le masque, un sourire que rien ne peut feindre. C'est ça aussi, les requins. Cette capacité à provoquer en nous une joie que nous n'attendions pas. Ce plongeur a réalisé 5000 plongées avec des requins au cours de sa carrière. 5000. Il dit que la peur qu'il avait lors de sa première plongée était réelle et qu'elle a disparu après la 10e, remplacée par quelque chose de plus complexe, de plus riche, de plus durable. Un attachement profond à des animaux dont la présence le rend meilleur. Cette personne sort de l'eau pour la première fois après une plongée avec des requins. Elle tremble encore, mais ce ne sont pas des tremblements de peur, c'est l'adrénaline de quelque chose qui vient de se transformer en elle. Une peur qui vient de mourir et autre chose qui vient de naître à sa place. Ces visages, ces âges différents, ces nationalités différentes, ces cultures différentes. Et ce mot unique qui revient dans toutes les langues après une première rencontre avec un requin. Émerveillement, crainte révérentielle, respect. Le même mot dans toutes les bouches, la même transformation dans tous les regards. Ce jeune biologiste marin de 25 ans vient de publier ses premiers résultats sur le comportement social des requins marteaux. Il est dans son laboratoire, entouré de ses données, et il rayonne d'une joie que seule la découverte scientifique peut produire. Il ne sait pas encore que ces travaux changeront la façon dont une génération entière perçoit ces animaux. Mais nous le savons, nous, en le regardant. À bord de ce navire de recherche, une équipe de 12 scientifiques de 10 pays différents. Une biologiste kenyane, un océanographe japonais, une étudiante en doctorat brésilienne, un vétéran australien de la recherche sur les grands blancs. La science des requins est devenue un langage universel, et ceux qui le parlent viennent de partout. Et maintenant, regardez. Le grand requin blanc se détourne lentement. Il ne fuit pas, il ne se précipite pas, il se retourne simplement avec cette même économie de gestes qui caractérise tout ce qu'il fait, et il nage vers le large. Sa silhouette diminue, elle devient d'une ombre, puis un point dense dans le bleu, puis plus rien. L'océan l'a repris. Cette silhouette qui s'éloigne vers le large, ce mouvement de queue lent et régulier, cette façon de disparaître dans le bleu comme si l'océan l'absorbait. Regardez-le partir, et demandez-vous si nos enfants pourront voir ce que vous venez de voir, si leurs enfants pourront. La réponse dépend de ce que nous faisons maintenant, de ce que nous décidons maintenant. Cet océan calme après la disparition du requin, ces cercles qui s'élargissent sur la surface, cette tranquillité retrouvée, c'est une image de la nature qui continue sans nous, qui existait avant nous, qui existera après nous si nous lui donnons la chance. Cet océan vide, cette eau bleue parfaite sans aucun signe de vie visible, mais le requin est là. Il a toujours été là, invisible, présent, nécessaire. Son absence visible est une présence invisible. Et c'est peut-être la leçon la plus importante de tout ce que nous avons vu ensemble. Ces 5 actions que vous pouvez faire, maintenant, aujourd'hui, sans expertise particulière, sans budget particulier, sans rien d'autre que la volonté de faire quelque chose plutôt que de ne rien faire. Chacune de ces actions multipliées par des millions de personnes représente une force que les industries et les gouvernements ne peuvent pas ignorer. Le Shark Trust, le Wildlife Conservation Society, Save Our Seas Foundation, ces organisations travaillent chaque jour avec des moyens insuffisants pour protéger des animaux que la plupart des gens ne verront jamais. Votre soutien, quelle que soit sa forme, est la différence entre ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles doivent faire. Ces chiffres de récupération, ces pourcentages de récifs revenus à la vie, ces populations qui remontent lentement, ces sanctuaires qui fonctionnent, ces communautés qui ont prospéré en protégeant plutôt qu'en pêchant, ce ne sont pas des projections optimistes, ce sont des mesures réelles. La conservation fonctionne quand on la laisse fonctionner. Pour tous les requins qui n'ont pas survécu à nos 50 dernières années d'indifférence, pour ceux qui nagent encore, pour ceux qui naîtront si nous faisons les bons choix, ce documentaire leur est dédié, et sa promesse est simple. Nous savons maintenant, et savoir oblige.